monde n'est qu'un immense parc de loisirs. L'aventure s'achète sur catalogue. Programmée, formatée, le moindre danger a été systématiquement évacué. Au hasard d'une rencontre, j'ai pris une décision. Je me tire, je mets les voiles. Je pars à la recherche d'autre chose. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin, tout ce que vous voulez en fonction de où vous êtes, dans votre bain, dans la rue, sur un siège de métro, dans votre voiture, où que vous soyez, bienvenue. On est dans le premier épisode de ce très grand podcast que j'intitulerai « Dans le petit salon avec le chandelier ». Nous sommes dans un petit salon avec un chandelier éclairé. Il est 22h11 et j'ai invité quelqu'un pour qu'il me parle de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que peu de gens parmi vous qui écoutez, auront vécu. Et je trouvais que c'est intéressant de garder son témoignage et peut-être, pourquoi pas, de vous donner envie de faire exactement la même chose que lui. Alors, bonjour, bonsoir Thibaut. Bonjour, bonsoir, Camo, ça va? Thibaut, on s'est connus il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, lors d'un enterrement de vie de garçon, de quelqu'un qui ne nous écoutera, je pense jamais, parce que je pense pas qu'il a encore écouté les podcasts. Donc, bonjour Lucien, si tu nous écoutes. Bonjour Lulu. Et quand j'ai rencontré Thibaut il y a quelques mois, il m'a dit qu'il avait extrêmement envie de faire un voyage en particulier, qui lui tenait à cœur depuis quelques temps maintenant, et qui est le voyage du Transsibérien. Donc pour ceux qui voient pas trop ce que c'est, même si je pense que vous êtes peu nombreux, c'est la plus grande ligne de train du monde. Oui, tu fais bien de préciser parce qu'effectivement, ce n'est pas un train, c'est une ligne de train. Donc c'est une ligne de chemin de fer sur lequel passent de nombreux trains et qui, je pense, comme beaucoup de gens le savent peut-être, et comme son nom l'indique, passe donc à travers la Sibérie, donc à travers la Russie, et donc va de Moscou jusqu'à Vladivostok sur la rive pacifique de Russie. Mais on verra plus tard qu'il prend des petits détours assez intéressants. Donc tu n'as pas juste traversé la Russie, mais aussi d'autres pays. Exactement, donc j'ai pris un de ces petits détours intéressants. Oui, parce que là on utilise le passé, on n'utilise pas le conditionnel, parce qu'en fait il l'a vraiment fait. Parce que finalement, après m'avoir dit j'ai envie, je pense que moi et plein d'autres personnes autour de lui ont dit si t'as envie, fais-le en fait. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un voyage qui a duré 1 mois. Et le but, c'est qu'en gros, il est venu ce soir pour qu'on se raconte nos vies hors micro. Et moi, je voulais absolument entendre son voyage. Et on a dit, pourquoi pas sortir les micros finalement ? Pourquoi pas témoigner, garder une trace, n'est-ce pas ? Exactement. De ce sublime voyage dont tout le monde, je pense, a entendu parler, mais que très peu de gens ont fait ou feront. Donc si ça peut vous donner envie de faire la même chose, ou de faire un autre voyage d'ailleurs, eh bien le pari sera rempli. Ça ne se dit pas, mais le pari sera accompli, le pari sera relevé, le pari sera... T'as pas la suite, moi non plus. Le pari sera, oui. Réussi. Oh. On y arrive. À 2, on est toujours plus fort, vous voyez. Le cerveau va mieux. Donc moi, en fait, je vais un peu m'effacer. Je vais laisser Thibaut parler, vous raconter ce voyage qu'il a fait. Et j'ai sur les genoux un carnet, plus ou moins 4, son carnet de voyage, n'est-ce pas, qu'il a rempli, qui est entièrement gribouillé d'une écriture absolument illisible, avec plein de petits documents qui ont été collés au fur et à mesure des pages. Je risque d'ailleurs de le feuilleter pendant qu'on parle, donc vous inquiétez pas si vous entendez un bruit de papier, c'est ce cahier-là, ô combien précieux, que je vais feuilleter. Et moi, je serais juste là en tant qu'intermédiaire à des moments dire « Et pourquoi t'as fait ça ? Et comment c'était là-bas ? Et les gens, ils étaient sympas ? Qu'est-ce que t'as mangé ?» Toutes les questions qu'on se pose tous, mais je vais le dire de façon hyper désagréable, puisque les gens qui me connaissent savent que je suis très chiante avec mes questions inopinées et constantes, on va dire. Exactement. On part pour ce long voyage, Thibaut ? Mais je passe devant, je t'en prie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup le 16 septembre 2016 ? Le 16 septembre 2016. Alors non, mais avant de... Merci déjà de m'accueillir pour cette petite discussion sympathique près d'un chandelier. Non, avant de commencer, avant de raconter l'histoire, tu disais, j'en parlais quand à l'époque on s'est rencontrés, j'en ai parlé, etc., etc.
Et j'aime bien, même avant de parler du voyage, j'aime bien revenir en fait à ce qui m'a donné envie en fait de faire ce voyage à la base de la base. Au début en fait ce voyage du transsibérien, moi ça a toujours été depuis mes 15 ans je pense un espèce de voyage rêvé, tu sais ce genre de voyage qu'on a tous, c'est-à-dire ce qu'on met sur notre bucket list, tu vois les trucs, tiens j'aimerais faire la Nouvelle-Zélande, j'aimerais faire l'Argentine, j'aimerais faire le Transsibérien, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai le Transsibérien. Et puis, qu'à 15 ans, tu te mets ça sur ta liste et tu as envie de le faire. Et tu te dis, je vais le faire à 18, je vais le faire à 20, je vais le faire à 22. Et puis, la vie, elle avance. Et puis, la vie, elle fait d'autres plans. Et t'oublies un peu. Et en fait, l'année dernière, j'étais chez mes parents. Et c'est tout con parce que j'étais chez mes parents. Et on va dans un décathlon. C'est pas très glamour, mais on va dans un décathlon pour commencer, et dans les décathlons ils ont ce genre de bouquins, tu vois, les petits bouquins qui sont une espèce de mi-brochure, en même temps c'est un espèce de bouquin vachement bien fait sur plein de gens qui ont fait de voyage, avec des photos, avec des portraits, des choses comme ça, et puis t'avais un mec dedans qui avait fait le Transsibérien, et qui racontait son histoire, quoi. Puis pendant que ma mère choisissait les chaussures, j'étais là, moi je feuilletais, et j'ai lu son truc, et je me suis dit, Thibaut, en fait, putain, t'avais ce rêve-là, en fait. T'avais cette envie-là. Et c'est revenu dans ma tête, ça m'a rappelé en fait que j'avais cette envie de me barrer là-bas. Et ça m'a fait dire, putain, en fait, tu vas avoir 27 ans, tu vas commencer à aller dans ces années-là, et ça va commencer à être compliqué pour plein d'autres choses. Peut-être que c'est le moment, tu vois. Et du coup, c'est ça qui a lancé, vraiment il y a un an, donc septembre l'année dernière et compagnie, la machine. Donc une fois que tu as lancé la machine, tu recommences un peu à t'intéresser, etc. Et puis voilà, et puis le temps passe, et puis quand tu arrives en 2016, tu commences à prendre tes billets, etc. Et le rêve prend réalité, devient Donc, réalité. comme quoi tout a commencé dans un décathlon. Comme quoi tout a commencé en décathlon, et que les petites brochures de magazines de décathlon, c'est plutôt pas mal. Non mais comme quoi... Non mais c'est drôle parce que comme quoi tout peut commencer... Parce que moi j'ai lu un portrait d'un mec d'un magazine pourri de Décathlon, et ou alors un gars bourré en soirée va vous raconter son histoire au Sénégal et ça va vous donner envie d'aller au Sénégal, ou alors vous allez écouter ce podcast de radio et vous allez dire écoutez, j'aime bien ce qu'il me raconte ce gars-là, ou pas, et du coup je vais aller à l'endroit opposé de où il va, par exemple. Mais comme quoi juste écouter des gens qui partent à ces endroits-là, ça marche. Ça plante les graines. Ça plante les graines pour pouvoir nous-mêmes nous barrer plus tard. Et du coup, écoute, 16 septembre, alors j'ai pris l'avion pour commencer, j'ai pas pris le train, j'ai pris l'avion Paris-Moscou, parce que j'aurais pu effectivement commencer mon voyage directement en train, faire Paris-Berlin, et Berlin-Moscou, parce que t'as un train, un espèce de pré-transsibérien qui commence gare de l'Est, je crois, qui part gare de l'Est, il me semble, et tu peux comme ça arriver à Berlin, et après de Berlin arriver à Moscou, etc. Après moi je me suis dit que j'avais déjà quand même pas mal de temps en train devant moi, et du coup je voulais gagner quelques jours, parce que j'allais partir, pour moi qui était personnellement un voyage d'un mois, et j'étais jamais parti aussi loin au bout du monde, donc aussi longtemps, un mois, et je pars tout seul. Donc moi j'étais jamais parti tout seul aussi longtemps et aussi loin. Donc je voulais vraiment déjà, on va dire, optimiser mon temps, et c'est pour ça que j'ai pris l'avion pour arriver à Moscou directement le 16 au soir, en passant par la magnifique nation de la Biélorussie pour une courte escale. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on n'est jamais parti tout seul, on fait ce voyage-là qui est quand même pas anodin tout seul? C'est drôle parce que notre ami commun dont on a parlé au début, il m'avait quand même, quand j'avais émis l'idée de faire le Transsibérien, il m'avait quand même dit ah là là, on va faire, j'ai trop envie de partir avec toi, allez viens, tu me comptes dedans, on est parti et compagnie. Alors manque de peau, cet ami commun, entre temps il a eu quand même la bonne idée de se marier, et ce qui est drôle c'est qu'il s'est quand même marié à une semaine de mon départ, donc je lui ai dit écoute, t'as quand même quelque chose de plus important à faire que de partir au bout du monde, donc tu vas te marier et puis on en reparle pour le prochain, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti tout seul, et puis aussi parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un avec qui partir, demander à quelqu'un de mettre un mois entre parenthèses, une certaine somme d'argent. Moi c'était mon rêve, mais pour d'autres personnes c'est compliqué. Donc j'ai pas trouvé quelqu'un avec qui partager ce rêve-là.
Et en même temps, ça m'intéressait, moi, de partir aussi tout seul. Parce que j'étais pas jamais parti tout seul aussi longtemps. J'avais déjà fait rapidement des petites semaines à droite à gauche comme ça. Mais tout seul, un mois, c'est une expérience que je voulais tester. Un peu effrayante au premier abord, j'imagine. Mais excitante en même temps parce que je pense que voyager tout seul, c'est vraiment on en ressort. Puis au final, à la fin de ce voyage, effectivement, ça m'aura appris plein de trucs. Donc non, effectivement, voyager tout seul, c'était vraiment une opportunité. Donc finalement, est-ce que c'était si mal que ça d'être tout seul ? Non. Donc une fois que tu poses le pied sur le tarmac russe, qu'est-ce qui se passe après ? Alors déjà, il y a plein de Russes. Non, déjà quand j'arrive à Moscou, donc je passe par la Biélorussie. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que mon premier contact avec la culture slave, on va dire, c'est pas la Russie, c'est la Biélorussie. C'est-à-dire que quand tu arrives en Biélorussie, tu rentres, et ça je l'ignorais, dans la Fédération de Russie. C'est-à-dire que la Russie a un peu comme l'espace Schengen, une fédération. C'est-à-dire qu'ils ont plein de pays, donc la Russie, la Biélorussie et peut-être d'autres, je vais pas dire de conneries. Mais en tout cas, quand tu arrives en Biélorussie, tu arrives déjà dans cet espace-là. Et donc tu arrives avec déjà un changement de ton au niveau de l'amabilité de l'accueil. Donc c'est plus des policiers, c'est des militaires. C'est déjà une autre approche. C'est assez amusant, si vous y allez un jour, c'est assez rigolo ces pays-là, parce que quand il te faut rentrer dans cet espace, la Fédération de Russie, ils regardent ton passeport vraiment à la loupe, ils te font signer sur un papier à côté ta signature pour vérifier que c'est la même que sur le passeport. Enfin, c'est vraiment c'est assez étonnant au premier abord, mais après ça reste assez amusant à voir. Et du coup, après 2 heures plus tard, tu reprends l'avion et t'arrives à Moscou, et t'arrives le soir, et passer les métros avec ton sac pour trouver ton auberge de jeunesse et compagnie. Ce qui m'a marqué, on va dire, au premier abord, c'est que très rapidement à Moscou, dès le premier soir, avant de trouver même mon auberge de jeunesse, je me suis paumé comme un gros blaireau dans les rues de Moscou. Et du coup, en fait, j'avais beau avoir une carte, j'ai dû demander mon aide assez rapidement aux gens. Et du coup, j'étais en train de me dire, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi ou si c'est pour ceux qui nous écoutent, mais on a tous une idée du russe en tête. On a tous l'idée du russe un petit peu froid, un petit peu peu avenant, bref, le russe, quoi. Et du coup, moi, j'ai cette idée en tête là, j'avais un peu peur, etc. Mais bon, ça faisait partie de l'excitation du voyage, exactement. Et en fait, ce que j'adore dans les voyages, et ce que j'ai adoré dans ce voyage-là, c'est que tous ces petits stéréotypes explosent en morceaux. Mais en plein de petits morceaux magnifiques, très très rapidement. Parce qu'en fait, les Russes sont adorables. Et que les Russes, c'est sans doute comme les Français et comme tout le monde, c'est que dès que tu arrives et que tu dis bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis paumé et compagnie, et que si t'es gentil, les gens ils sont gentils. Et du coup, le premier soir, j'étais paumé avec mon gros sac, avec toutes mes affaires en sueur après des heures d'avion et des milliers de kilomètres de Paris. Et j'ai trouvé un groupe de jeunes qui m'ont aidé avec leur téléphone à trouver mon hôtel et puis à m'aider à retirer de l'argent. Ils m'ont pas pris mon argent, donc rassurez-vous. Mais à m'aider à retrouver la route de mon auberge. Alors que je leur ai juste demandé, donnez-moi juste une direction, je me débrouille. Non, on va t'aider avec leur application sur leur téléphone, etc. Donc c'était une première expérience exténuante, mais qui commençait déjà bien, quoi, en termes d'expérience humaine. Je me dis, ah ouais, c'est cool, les gens sont cool, en fait. Et en fait, ça va se vérifier très très rapidement par la suite, que les Russes et les autres sont plutôt cool. Parce que donc du coup, une fois que t'as passé ta première nuit en auberge, tu prends le train dès le lendemain ou... Non, tu visites un peu la ville quand même. Alors, oui voilà, en fait, moi quand je suis arrivé à Moscou, je me suis dit, tiens, je vais faire 4 jours à Moscou avant de partir et de commencer vraiment ce trajet du transsibérien et de faire... Alors, pour info, si vous voulez faire effectivement le transsibérien, vous pouvez le faire globalement d'une traite, et ça vous prendra 7 jours d'affilée. Moi, j'ai fait plusieurs arrêts pendant mon trajet, et on va le voir, j'ai pas fait que le transsibérien, j'ai bifurqué à un moment donné pour changer, pour aller voir d'autres pays. Mais d'abord, effectivement, avant de prendre le train, j'ai fait 4 jours à Moscou.
J'ai pas fait Saint-Pétersbourg, qui est un peu mon petit regret. J'aurais dû rajouter 3 jours, mais sur le moment, je me suis dit, bon, c'est déjà assez conséquent, un mois, etc. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien et ça m'obligera à y retourner sans doute, parce que Moscou est assez, on va dire, impressionnant de prime abord. C'est-à-dire que c'est une ville très très russe, très très massive. Pas forcément jolie, pas forcément typique. C'est des gros bâtiments massifs, c'est des gros bâtiments un petit peu, ce qu'on peut imaginer des bâtiments russes, contrairement à ce qui est Saint-Pétersbourg apparemment, qui est une ville très européanisée, avec des bâtiments très haussmanniens, des canaux, enfin c'est très très comme Amsterdam, il y a vraiment 2 tons différents. Et à Moscou, la première fois, on est un peu écrasé par ces grosses artères, ces gros bâtiments, ce pouvoir russe qui est dans cette ville, quoi. Et puis en fait, il faut marcher, il faut prendre le temps de prendre les petites rues, il faut découvrir les parcs magnifiques, il faut s'arrêter, bouffer des trucs partout, parce que effectivement Moscou, il y a des petites rues, il y a des endroits un peu fous, parce qu'après il faut dire que le reste des villes russes, à part peut-être Saint-Pétersbourg et Moscou, je peux difficilement dire c'était des villes jolies. Parce que les villes russes sont rarement jolies. Mais justement, qu'est-ce que tu as trouvé de joli dans une ville que tu décris comme très froide, très austère ? Alors, qu'est-ce qui t'a plu en fait ? Je dis pas qu'elle est froide et austère, je dirais qu'elle est massive et impressionnante. C'est-à-dire elle écrase, parce que les bâtiments sont énormes et parce que c'est des grosses rues et parce que le style est un peu brut. C'est un peu des choses comme ça. Et en fait, si on s'arrête... on va rentrer dans un monastère. Et puis, on va découvrir que dans ce monastère-là, on est un peu en dehors des artères et puis on a une tranquillité. On est dans une bulle où on n'a pas de bruit, où on est tranquille, où on a des gens qui prient, on a l'odeur de l'encens. Et puis, il y a les dômes dorés qui brillent au soleil. Et puis, il y a cette ambiance-là qui nous fait oublier un peu qu'on est dans la capitale du plus gros pays au monde, en termes de superficie, et d'une des plus grosses puissances mondiales, tout court. Puis après on se rebalade et puis on découvre un musée, et puis on découvre qu'ils ont des parcs sublimes. Le parc Gorky est un parc immense, génial, avec une entrée monumentale, pareil, mais c'est un style très russe. Ils impressionnent parce qu'ils font tout en géant. Et quand tu rentres dans le parc, t'as des parterres de fleurs sublimes. Alors moi j'y suis allé du coup en septembre-octobre, j'ai eu beaucoup de chance. L'automne et je pense le printemps sont des bonnes périodes pour y aller, parce qu'on a les fleurs qui sont là encore, et puis les couleurs commencent à changer. Mais ouais, les parcs sont magnifiques. Juste avant le parc Gorky, vous avez un autre parc dont j'oublie le nom malheureusement, mais vous avez plein d'œuvres d'art au sein même du parc. Donc des statues, des bustes, etc., etc. Et vous vous baladez dans un parc comme ça, très vert, avec des grands parterres de fleurs, beaucoup de teck, beaucoup d'arbres, et très tranquille. Et puis vous voyez des familles et des choses comme ça. Et puis vous avez le quartier d'Octobre Rouge, qui est un quartier artistique où des gens ils ont réhabilité une espèce d'usine en endroit artistique. Après vous avez des food trucks un petit peu partout. Vous retrouvez comme ça de la vie et de la douceur entre on va dire sous ces grosses portes et ces gros bâtiments et ces grosses colonnes de gros tout. Vous avez comme ça une petite vie adorable et très appréciable et très belle et que j'ai beaucoup aimé. Mais je vous avoue qu'il faut effectivement passer cette première sensation que j'ai eue. Alors elle est très très courte, la deuxième journée déjà, dès que vous sortez on va dire des espaces très touristiques, dès que vous allez un peu vous balader en dehors des clous, alors vous voyez aussi des trucs moins beaux, comme des barres d'immeubles qui ont 70 ans et donc qui sont pas très très joyeuses, mais vous avez aussi des trucs adorables et puis ça vaut le détour véritablement. Je suis en train de regarder ton cahier en même temps que tu parles et je tombe sur le plan de métro
Oui. De Moscou, qui ressemble, je pense que ça a été designé par la même agence que le plan de métro de Paris, parce que c'est exactement les mêmes codes couleurs, c'est très ressemblant au niveau des formes, mais on dirait concrètement le même plan de métro que Paris, quoi. Sauf que c'est écrit en russe. Mais aussi, regardez bien, en latin. Mais oui, parce qu'en fait, le métro russe, c'est un excellent métro. Enfin, moi, j'ai adoré le métro russe parce qu'il est très très bien foutu. Et notamment, vous avez... donc notamment, si vous arrivez d'un des aéroports qui entourent la ville de Moscou, je crois qu'il y en a 3, vous avez, un peu comme nous avec le RERB, mais un peu plus efficace, une ligne directe qui vous amène de l'aéroport direct à une ligne de métro en 30 minutes, 40 minutes. C'est très très bien pensé, ils sont plutôt en avance. Eux, ils ont déjà le Grand Paris, le Grand Moscou, ils l'ont déjà fait plusieurs années. C'est un peu normal avec une ville comme Moscou qui est immense. Et ils ont en fait dans ce grand schmilblick de lignes que je trouve moi très bien foutu, ils ont une ligne qui est un cercle qui entoure effectivement oui, c'est vrai, oui. qui entoure le centre de Moscou et qui est appelé le Petit Palais du Peuple, parce qu'en fait, alors déjà toutes les stations de métro moscovites sont très différentes de ce qu'on a à Paris, parce qu'elles sont toutes de marbre vêtu, avec des grands chandeliers et des lustres au plafond. C'est très rococo, c'est un chouïa kitsch, mais on aime bien. Il y a des grandes peintures, il y a des grandes sculptures un petit peu partout. Et dans cette ligne, on va dire, de cercle, qui s'appelle donc le Petit Palais du Peuple, et ben en fait, à chaque station, vous avez spécifiquement un type d'art. Alors parfois c'est une sculpture, parfois c'est un type de représentation picturale, parfois c'est un autre truc et compagnie, ce qui permet du coup, comme ça, tout est en étant dans le métro, d'être dans une sorte de musée. Mais on pourrait faire un voyage uniquement dans les stations du métro moscovite. C'est un bonheur pour les yeux parce qu'à chaque station c'est différent, toutes les stations sont différentes et on s'arrête sur les plafonds qui sont parfois magnifiques, parfois hideux, mais toujours originaux et tous très différents et très atypiques, quoi. Comment on gère l'alphabet russe ? Alors, tout est sous-titré en anglais. Non, pas du en tout. fait, c'était une de mes préoccupations, le cyrillique. J'avais un peu peur, effectivement. Déjà, quand on se dit qu'on va faire le transsibérien, on se prépare un petit peu. Donc, on a quand même un guide avec déjà des mots et des bases pour reconnaître quand même les signes de base, les pancartes, etc. On se retrouve un petit peu quand même dans le nombre de lettres. Toi, genre, par exemple, toilette, ça, en anglais, en russe, ça va s'écrire, je le dis pas en cyrillique, mais ça s'écrit visuellement, ça s'écrit Tianet, tu vois, par exemple. Et du coup, tu réfléchis un chouïa et tu le vois régulièrement et tu te dis, c'est ça. Et en fait, au final, ça t'habitue. Et au final, un mot, t'arrives à le déchiffrer parce que t'as une lettre qui correspond à l'alphabet latin et le reste, tu comprends pas. Mais après, t'as une autre lettre, donc t'arrives à te déchiffrer un petit peu. Donc, c'est entre le déchiffrage de mots, le fait d'avoir un peu appris des trucs avant. Et puis parfois, t'as quand même des trucs en anglais, mine de rien. Enfin, je veux dire, par exemple, dans le métro, t'as quand même pas mal de trucs en anglais. Mais ça, c'est à Moscou. Parce qu'après, quand tu vas dans les villes russes, t'as pas forcément ça. Et du coup, faut avoir comme ça des espèces de réflexes du cyrillique, mais qui viennent assez rapidement au bout d'une semaine. Si t'as ton petit guide, tu te débrouilles finalement, quoi. Qu'est-ce qu'on mange de bon à Moscou ? Alors, en fait, j'ai mangé pas mal de trucs super bons dans mon voyage, mais pas trop en Russie, malheureusement. Alors, les Russes font sans doute magnifiquement de la nourriture, j'en doute pas, mais j'ai pas eu trop l'occasion de... J'ai fait pas mal de restaurants, j'ai essayé pas mal d'endroits, mais rien de transcendant véritablement. Donc, c'était... Bon, après, c'est des soupes, donc ce qu'on appelle des borshs, des soupes de betterave, etc., et d'oignons, nanana. Des choses de pommes de terre avec de la viande grillée, c'est des choses qui tiennent au corps, c'est des choses, on va dire, populaires du peuple, mais rien de très raffiné. Même si à Moscou, si vous vous baladez un petit peu, si vous allez notamment au café Pouchkine, vous allez pouvoir trouver aucun russe, parce qu'aucun russe n'y va, c'est très touristique et c'est trop cher pour les Russes, mais vous allez pouvoir effectivement trouver de la fine cuisine russe, européenne et française. Et c'est un lieu qui, ne serait-ce que pour prendre un café et un goûter, vaut le détour parce qu'il est très très atypique, le café Pouchkine, parce qu'il semble figé dans le temps.
On rentre dedans, toutes les lumières sont tamisées un peu comme au début du siècle. Et tout semble figé dans le temps. Et encore une fois, ouais, je reprends ce principe de bulle, mais c'est vraiment ce genre de petite bulle comme ça. Et que je vais retrouver en fait dans toutes les capitales que je vais rencontrer dans mon voyage. 3 lieux qui t'ont le plus marqué, peut-être. Donc le parc dont tu parlais. À Moscou, avant peut-être d'abandonner Moscou, moi la première journée que j'ai faite, c'était bien sûr on va voir les classiques, on va voir la Place Rouge, on va voir le Kremlin, on va voir la cathédrale Basile le Bienheureux. Mais moi ce que je voulais voir absolument, c'était la momie de Lénine. C'est-à-dire que Lénine, effectivement, il a un mausolée sur la Place Rouge, devant le Kremlin, où sa momie, son corps, glycériné, est visible. Et moi, je voulais absolument voir ça. Parce que c'est juste étrange, et c'est juste fou. Et du coup, le premier jour, j'arrive tôt le matin, et puis je vois une file d'attente, mais longue comme pas possible. Et puis je me pose dedans, et je dis c'est ça, oui, effectivement. Et je m'attendais à attendre 2 heures. En fait, on n'attend pas du tout 2 heures, ça va très vite, une demi-heure. Et il faut rentrer des gens par petits groupes de 20. Et ce qui est drôle, c'est qu'avant de te faire rentrer dans le mausolée de Lénine, pour voir Lénine, ils te font passer du coup en fait entre le mur du Kremlin et le mausolée. Ils te le font contourner comme ça. Et donc tu passes entre le mur du Kremlin et le mausolée, donc un peu coincé entre les deux. Tu vois 5-6 tombes blanches, un peu banales, comme ça, des tombes blanches toutes plates, avec des noms écrits dessus, une rose en plastique posée dessus, et avec des bustes de gars. Et je dis, bon bah écoute, ils nous font passer là, très bien, ils nous font contourner pour passer devant ces tombes, très bien. Tu regardes un peu, tu te dis, bah ça c'est des gens du parti. Et en fait, parmi tous ces mecs, tu t'arrêtes un peu et tu dis, ah oui, il y a quand même Staline en fait. C'est-à-dire qu'en fait, parmi tous les gars qui, pour nous, on va dire, n'évoquent pas grand-chose, t'as quand même l'un des plus fous meurtriers de l'histoire du XXe siècle, qui a une tombe random au milieu de 3 pélos, casée entre le mur du Kremlin et le mausolée, quoi. Il a pas de grande tombe magique, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en Russie, c'est que Staline a été énormément rabaissé. Il n'y a pas de statue de Staline, très très peu. Il a beaucoup été oublié, enfin pas oublié, mais les Russes l'aiment perdu beaucoup en crédibilité et en popularité. Il y a beaucoup de statues de Lénine, mais alors Staline, les Russes n'en sont pas très très fiers. Et sa tombe, très modeste et très banale, en est la preuve. Et du coup, on rentre dans le mausolée de Lénine. Et en fait, le mausolée de Lénine, donc déjà quand on approche du mausolée de Lénine, il y a un soldat tous les 10 mètres qui te dit chut, pas photo, pas photo. Et tu rentres dedans. Donc en fait, quand tu rentres dedans, tout de suite tu tournes à gauche et tu descends une quinzaine de marches. Et là, tu rentres tout de suite dans une espèce d'obscurité assez impressionnante et tu descends. Donc tu as l'impression vraiment de passer sous terre. Et tu descends tes quinzaines de marches, donc tu as encore un soldat qui te dit pas photo, pas photo. Tu lui dis ok. Tu tournes à droite et là tu rentres dans la pièce. Et en fait, le principe c'est que tu as dans cette pièce-là, donc pareil, lumière tamisée. Il n'y a que lui qui est éclairé. Tout est dans une espèce de entre chien et loup. Et lui, il est au centre, horizontalement, dans son cercueil de verre, entouré de draps rouges en satin, un peu kitschou, mais bon, les Russes, ils aiment ça. Hein. Tu rentres d'un côté, tu tournes autour de lui. Alors, ça dure 1 minute, hein, tu peux pas t'arrêter, prendre des photos, etc., effectivement. Tu continues à avancer, alors tu ralentis, tu prends ton temps, tu tournes, et il est allongé, une main fermée, une main ouverte, le visage cireux, et c'est l'homme qui a fait basculer l'empire de Russie dans l'URSS avec ses idées, plus qu'avec autre chose, parce que lui a été juste l'instigateur de ce que Staline fera après, mais du coup c'est drôle de voir un gars comme Staline, 1 minute, et 1 minute c'est long et c'est très très suffisant, parce qu'après au final t'es très très mal à l'aise au final, et t'es très content de partir, et c'est drôle parce que dès que je suis sorti, donc tu fais ton tour comme ça, et quand tu ralentis trop, les soldats te disent « move », tu sors, et moi dans ma montée en fait d'escalier pour revenir à la surface, la première réaction que j'ai eue, parce que t'as un peu sonné, j'ai rigolé, j'étais là genre ah bah c'est genre what the fuck quoi, c'est drôle, c'est Lénine. Et en fait quand tu ressors vraiment dehors, donc tu ressors, tu reviens à la surface, t'as le vent qui te revient dans la face, tu revois la place rouge, tu revois les gens qui prennent des selfies, qui rigolent, tu vois les groupes de Chinois qui passent, tu revois la vie. Et là, moi j'ai une deuxième réaction qui était assez amusante, parce que
passé cette rigolade-là, j'ai pris conscience en fait de ce que je venais voir. C'est qu'en fait, t'as vu cette villa, tu vois les gens avec leurs selfies, leur groupe de touristes qui rigolent, qui prennent leur téléphone, etc. Et toi, il y a 15 secondes, t'étais en train de voir Lénine mort dans un cercueil de verre et tu t'étais pris un gros morceau d'histoire dans le coin de la face. Et c'est dingue, non, mais c'est complètement fou. Et c'est fou déjà pour nous, mais ça doit être fou pour nos parents et nos grands-parents. Parce que moi, quand j'ai dit que je partais faire le transsibérien, mes grands-parents, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ? Parce que pour mes grands-parents, ils ont vécu 70 ans de leur vie et la Russie était un pays fermé. On est dans les premières générations qui, depuis 25 ans, ça fait que 25 ans, on va dire, globalement, que le pays est ouvert. On est dans les premières générations qui pouvons aller en Russie. Et ça, c'est fou. Parce que le pays a été fermé. Et du coup, quand tu dis que tu as vu Lénine, qui est un monument des livres d'histoire, quoi qu'on en pense, c'est assez magique. Donc en termes de moments, comme tu me posais une question des moments, Lénine est un moment assez fou. Un autre moment assez fou, en fait, quand j'allais à Moscou, je voulais, en plus de voir les monuments, etc., j'ai fait des très belles rencontres. J'ai rencontré 2 gars qui bossaient, qui faisaient leurs études à Saint-Pétersbourg et qui venaient pareil visiter le Kremlin. On a sympathisé dans la file d'attente. Et puis c'était un Grec et un Slovaque. Et puis on a passé l'après-midi à faire du tourisme ensemble. C'était très rigolo. C'est ça qui est intéressant quand on est tout seul aussi, c'est que on est forcément ouvert sur les autres. Je dis pas que quand on est à 2, on n'est pas ouvert, mais quand on est tout seul, on est forcément effectivement à la recherche de... juste on lève les yeux, quoi, on regarde les gens. Et on fait forcément des rencontres. Et je voulais du coup, à Moscou, tester ce qu'on appelait les bagnards russes, les bains russes. J'avais déjà eu l'occasion de tester les bains islandais, les bains turcs, les bains marocains, etc. Les bains russes, c'est une certaine tradition du bain. Ça m'intriguait. Un peu comme les saunas, etc. Mais c'était encore spécifique. Du coup, je voulais tester. Du coup, je me retrouve dans les bains historiques moscovites. Et ce qui est drôle, c'est que tu payes ton truc, tu montes, t'arrives dans le salon avant de rentrer dans les bains. Et là, t'as 50 Russes. Donc, c'est un espèce de grand salon avec des banquettes en cuir qui se font face, un peu au plafond. Pareil, un style très rococo, très bourgeois, mais avec un bar, et puis tout le monde, c'est un peu bon enfant véritablement. Et t'imagines 40 Russes comme ça, à poil, habitent à l'air, qui se check, et toi t'arrives comme ça, t'es avec ton sac, tu viens de sortir de journée de tourisme, et t'es là, tu fais t'as marché 15 bornes, et t'es là, ok. Donc moi j'ai aucun problème à me mettre tout nu, y a pas de souci. Mais du coup je voulais surtout le faire au bon timing, donc j'étais là, c'est maintenant que je me mets tout nu. Oui, vous pouvez vous mettre tout nu. D'accord, ok. Donc tu te mets à poil, il te donne quand même une serviette, etc. Quand même, tu vois. Et après du coup tu rentres dans l'air des bains où t'as des douches, t'as des bains à 10, des bains à 15, des bains à 50, des bains... Bref, t'as toutes sortes de bains, t'as des feuilles de houx avec lesquelles tu peux te fouetter le cul. Et là, les gens... C'est drôle parce que du coup, Attends. T'as des feuilles de houx qui sont faites pour ça ? Non, qui sont pas faites pour ça. Si, t'as des grappes de feuilles de houx et les gens se fouettent le cul avec pour relancer leur circulation sanguine. Exactement. Et du coup, ils se fouettent le cul. Et ce qui est drôle, parce que c'est quand même et de leur dire, les mecs, vous êtes quand même assez largement homophobe. Et tu fouettes le cul de ton pote, ça va, y a aucun souci. Non, mais du coup, quand t'arrives, ça te choque un peu parce que tu vois des gros Russes baraqués avec les tatouages, avec le crâne rasé, un peu avec une énorme panse. Et t'es là, tu fais d'accord. Et il fouette le cul de son pote et ça les fait marrer. Et tu te dis qu'en fait, la vie, c'est bien. Ça va, la vie elle est simple en fait, pourquoi on se prend la tête tant qu'on peut fouetter le cul de son copain avec des feuilles de houx. Non mais du coup t'arrives dans ces bagnoles-là et t'enchaînes en fait, le principe c'est que tu vas enchaîner les saunas à 80 degrés et au bout de 10 minutes tu sors et tu vas dans les bains à 15 degrés où tu meurs littéralement, tellement il fait froid, et tu fais ça en fait plein de fois. Chaud, froid pour drainer tes toxines, je ne sais quoi. Ce qui est drôle c'est que du coup dans ces bagnas-là, moi j'étais tout seul. Et il y a 2 Russes qui m'ont vu être tout seul et qui m'ont abordé. Et quand je disais que les Russes en fait sont super sympas, cette rencontre a été une rencontre de folie. C'est-à-dire que ces 2 gars-là, ces 2 frères qui bossaient pour les laboratoires Bayer, les médicaments, et ils m'ont abordé, t'es touriste et compagnie. Ouais, je lui dis je suis touriste. Ouais, je lui dis je suis français. Et puis quand ça me parlait en français, je leur dis vous parlez français? Ouais, on a été en France quand on avait 15 ans, et du coup et en fait au final c'est donc ces deux frangins m'ont accompagné pendant
pendant moi, mon plan, c'était de faire 2 heures de bain, boire un thé, puis rentrer chez moi, quoi. J'étais content. Moi, c'était mon expérience de petit Français à Moscou, j'étais content, quoi. Et au final, j'ai fini par faire de 5 heures de bain, et après, tu retournes dans le salon où il y avait le cuir et au plafond et compagnie, et tu t'enchaînes des bières, des pintes de 50 centilitres, de bière en séchant. Et en parlant de sport, de la politique, de l'histoire, de la Russie, de la France, des femmes, de la famille qu'ils ont, etc. Et ces 2 gars-là qui s'appelaient Oleg et Vladimir, que je salue, même s'ils n'écouteront jamais ce podcast, ça a été une rencontre folle. Parce que ces mecs-là sont venus me parler et on s'est bien marré. On a parlé de tout. On a rigolé de tout. Et avec un mélange d'anglais, de français, de russe, et puis de leur façon de m'appeler Napoléon parce que je suis français, parce qu'évidemment Napoléon c'est le seul référent, on va dire, historique qu'ils ont. François Hollande n'est pas vraiment dans leur cœur. Mais c'était bien, j'ai eu comme ça ce que je cherchais. J'ai eu ça très tôt dans le voyage, j'ai eu ce que je cherchais, c'est-à-dire un contact très précis des Russes, de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils aimaient. Et l'alcool aidant, on a parlé de choses très très précises et très intimes. Et c'était magique. Et c'est pour ça qu'on voyage. Et je suis rentré bourré dans mon auberge et c'était génial. Est-ce que la bière russe est bonne ? Non. Non. C'est pas de la... Bah, si on aime bien la bière, c'est pas en Russie qu'on va la trouver. Instant cliché, est-ce qu'on boit de la vodka à Moscou ? Oui. Oui, il y a beaucoup de vodka dans les magasins, effectivement. Est-ce qu'elle est bonne ? Ouais, si vous savez laquelle acheter, effectivement, vous pouvez trouver de la bonne vodka. C'est laquelle qu'il faut acheter, Thibaut ? Alors, il y en a une avec... Alors, je n'arriverai pas à vous trouver le nom parce que j'en ai sifflé... C'était écrit en cyrillique et ils m'ont dit le nom 3 fois, mais j'arrive plus à... Mais il y a un loup et un aigle dessus, enfin bref. Un loup et un aigle. Il y a un icône de... Il y a une image de loup et d'aigle dessus, un peu bleu, et vous trouverez, vous tapez ça. Donc choisissez la vodka avec le loup et l'aigle. Voilà. C'est tout ce que vous avez à retenir de ce podcast. Celle-là, d'après les Russes, c'est pas loin d'être la meilleure. C'est la meilleure abordable, on va dire. Si vous voulez de la grosse vodka, vous payez cher, mais celle-là, c'est la meilleure des abordables. Mais imaginez un peu vous, nous, les gros rayons de vin qu'on a, ben, eux, ils ont pareil pour la vodka. Donc sur le podium de tes souvenirs, il y a Lénine, il y a les bains. Est-ce qu'il y a un autre moment qui t'a fasciné à Moscou ? Il y en a tellement. Après, hiérarchiser ça, c'est compliqué. Mais, non, mais si t'en as que 2, c'est bien aussi un podium à 2. Oui, les balades, les parcs, comme j'ai dit, sont sublimes. Le musée du Goulag est très intéressant. Le musée du Goulag. Le musée du Goulag. Grosse ambiance. Parce que moi, j'étais très curieux, par exemple, d'avoir le regard des Russes sur leur propre histoire, et notamment l'histoire pas très glorieuse qui était les goulags. Et ils ont refait un super musée qui a ouvert cette année, qui est trop bien fait, tout en russe et en anglais, trop bien fait pour les touristes. Moi, j'y suis allé seul tout et c'était trop bien. Et super bien documenté, avec plein d'objets. Et c'est pour vous donner une idée, parce c'est un peu lointain pour nous, mais les goulags, c'est quand même l'équivalent des camps d'extermination nazie. Enfin, et ça va être un peu la même expérience que vous pouvez avoir quand vous allez à Berlin et que vous avez des musées sur l'Holocauste. Là, c'est pareil, vous avez quand même un musée sur la Russie, et c'est quand même plus récent, un chouïa plus récent que l'Holocauste, parce que les derniers goulags ont fermé dans les années fin des 50. Parce qu'en fait, les goulags étaient dus à une politique de Staline. Et dès la mort de Staline, au lendemain, la suite politique, donc Nikita Khrouchtchev et compagnie, ont décidé d'entamer une grande politique de fermeture des goulags qui a pris 5 ans à peu près, mais qui a quand même fait au final, pendant les 40 ans ou les 30 ans d'utilisation des goulags, des millions de morts qui ont droit à leur hommage et à leur endroit pour qu'on ne les oublie pas dans ce magnifique musée du goulag. Si jamais vous allez à Moscou, allez-y. Et c'est assez amusant parce que les goulags, mine de rien, c'est très très lié au transsibérien. Parce que, entre guillemets, grâce au goulag, et grâce à cette envie en fait de mettre tous les opposants politiques très très loin de la capitale, et de les mettre dans des camps de travail en Sibérie, à l'autre bout du pays et compagnie, et d'utiliser en fait le pays, la grandeur du pays comme prison naturelle, ça a incité à l'exploitation humaine, et ça a incité du coup à cette exploitation humaine dans les registres
des chemins de fer, et dans les registres du pétrole, etc., etc. Et du coup, en fait, le transsibérien, il s'est construit bien avant les goulags, mais il a profité aussi du goulag pour s'améliorer, etc., etc. Je lis une petite note sur ton cahier. Tous les musées moscovites sont gratuits. Le 3e week-end du mois. Par contre, comme à Paris, attendez-vous à faire pas mal de queues. Ça va de soi. Parce que les moscovites sont fans de leur musée. Et là, déjà, on se rend compte que en fait, les moscovites et les Russes sont un peu comme nous, au final, déjà. Non, Et c'est pas vrai. rassurant. Les autres sont comme non, mais nous. c'est rassurant. Hein, tu vois, quand même. C'est dingue, on enfonce des portes ouvertes dans ce podcast. Les autres sont comme nous. Retenez ça. Et ce n'est que le début. Donc du coup, là, on a fait à peu près ton séjour. Ouais, en gros, à Moscou, effectivement. Ouais. Après, donc le 19, le 20 septembre. Le 21. Le 21. Non, le 20. Je partais le 20. Là, je fais Le du 16 20, on part pour la grande aventure, concrètement, du transsibérien. Où là, ça commence. Oui, alors ouais, là pour le coup, je commence, on va dire, mon trajet de train par un petit trajet, parce que la première ville dans laquelle je m'arrête, c'est pas très loin de Moscou, c'est à 4h30, donc j'ai pas pris le transsibérien en tant que tel pour cet arrêt-là. Mais c'était une ville que je voulais découvrir qui s'appelait Nijni Novgorod, qui s'appelle d'ailleurs toujours Nijni Novgorod. C'était une ville que je voulais découvrir parce qu'elle avait l'air adorable, avant du coup d'entamer le cœur de la ligne transsibérienne qui allait venir après. Et est-ce qu'elle était à la hauteur de tes espérances, cette petite ville? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, Très mais bien. en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y aura d'autres villes en fait dans la suite de mon voyage que j'avais un peu choisi par défaut pour faire des arrêts parce que je me voyais pas faire tout d'une traite et je voyais pas l'intérêt de faire le transsibérien tout d'une traite. Je voulais m'arrêter moi et voir la Russie, la Sibérie, les villes, etc. Et il y a d'autres villes plus tard que j'ai choisi un peu pour, notamment une ou deux que j'ai choisi un peu pour remplir, pour faire des arrêts. Alors que Nijni Novgorod, je l'ai vraiment choisi pour m'arrêter parce que je voulais m'arrêter là. Et au final, cette ville-là, Nijni Novgorod, m'a déçu. Et une autre ville que j'ai choisie plus tard m'a étonné parce qu'elle était très jolie. Mais Nijni Novgorod, à part un cadre magnifique, parce que elle est au bord de forêts interminables à perte de vue. La Volga est magnifique avec les bateaux qui passent dessus. À part ça, c'est des blocs de bâtiments. Et ça va être beaucoup récurrent dans les villes russes. C'est que, comme je disais, que les villes russes sont difficilement jolies. Ces barres d'immeubles qui sont décrépites, qui ont 50, 60 ans, qui se cassent la gueule, qui sont vieilles, qui sont rouillées. Ces artères de bagnoles bouchées avec leur essence qui te prennent à la gorge et l'odeur du soufre dans les métros, que même à Paris, on n'a pas ça. Tout ça, c'est des petites choses sensibles qu'au fur et à mesure, on commence à prendre en soi et dont on trouve un aspect cocasse. Par exemple, à Nijni Novgorod, les barres d'immeubles, au bout d'un moment, je leur trouvais un charme fou parce que moi, j'aime bien ce qui est un peu usé, etc. Et j'adorais voir ces HLM complètement usés par le temps et avec leurs lignes électriques qui partent dans tous les coins. Ou alors des parcs qui, contrairement à Moscou, dès qu'on va un peu plus dans la Russie profonde, là, sont complètement défoncés par endroits. Alors parfois il y a des parcs sublimes, hein, mais là Nijni Novgorod c'était des parcs défoncés, complètement anarchiques et compagnie. Donc parfois mieux vaut en rire. Mais en fait c'est ce qu'on va voir assez facilement en Russie, c'est que toutes les villes russes ont un beau Kremlin, c'est-à-dire qu'une belle forteresse. Un Kremlin c'est un château quoi, et une belle église orthodoxe. Et à part ça, la ville est difficilement jolie. Sauf certaines villes, bien sûr, qu'on verra plus tard. Mais Nijni Novgorod échappait à cette règle. À part son Kremlin et son église, il n'y avait pas grand-chose à voir. Si ce n'est son cadre magnifique. D'accord. Et donc après ça, on y est vraiment? Est-ce qu'on y est vraiment? Parce que tout le monde attend ça avec impatience. Est-ce qu'on embarque enfin? Oui. Et on embarque enfin pour un gros morceau. Parce que je vais m'arrêter pas mal de fois. Mais là, je voulais vraiment, effectivement, après Nijni Novgorod, ma prochaine arrêt... et je crois que je l'ai marqué dans le carnet, t'as un kilométrage plus tard, ça va être dans la ville de Novosibirsk. Et là, entre Nijni Novgorod et Novosibirsk, on passe quand même pas mal de kilomètres, et notamment on passe l'Oural. Donc on passe de l'Europe à l'Asie. Et en fait, là, je vais avoir 3 jours de train après Nijni Novgorod, non-stop. Eh bien, écoutez, je pense que c'est le bon moment de faire une pause pour le prochain épisode, la prochaine fois. Cette fois, on a vraiment embarqué à bord du transsibérien et Thibaut, il va nous raconter exactement en quoi ça consiste. Donc, si vous voulez savoir la suite, eh bien, tout simplement, écoutez la suite.